bienvenue de Washington, D.C. et bonne journée à vous tous, où que vous soyez. Et bienvenue à vous qui vous rejoignez pour ce programme qui s'appelle les priorités de la sécurité cyberespace pour les acteurs de la sécurité nationale en Afrique. Nous avons plus de 100 personnes qui nous rejoignent de partout de l'Afrique. Je suis Nate Allen, je suis professeur adjoint pour les études cybernautiques au CESA et je suis le chef de la faculté sur les questions de la cybersécurité. Je vais aussi être modérateur de cette séance. C'est mon plaisir maintenant de vous présenter Madame Kate Almquist-Knopf, notre directrice, pour vous dire le bienvenu et parler du CESA. Je voudrais remercier Madame Kate pour toute son orientation, pour avoir dirigé ce programme de cybernautique. Il y a tellement de choses qui se passent à l'arrière-plan et Kate est une force, une puissance importante intellectuelle qui nous soutient. Merci beaucoup et bienvenue, Madame Kate. Merci beaucoup et bienvenue à tous, à nos collègues qui nous rejoignent en ligne. Je vous remercie si vous êtes un participant pour la première fois au CESA. Bienvenue, un bienvenue très chaleureux et un bienvenue à nos anciens élèves de nous rejoindre. Beaucoup d'entre vous le savent que le CESA sert de forum pour la recherche, les programmes universitaires et l'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l'efficacité de la responsabilité des institutions africaines. Nous sommes un centre régional du ministre de la Défense situé à l'Université de la Défense nationale à Washington, D.C. Nous accomplissons notre mission de promotion et de la sécurité africaine en améliorant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue fiable, en établissant des partenariats durables et catalyseurs des solutions stratégiques. En conséquence, nous cherchons à générer des idées, des analyses pertinentes qui informent les praticiens et les décideurs sur les tendances actuelles et émergentes en matière de sécurité, sur les réponses efficaces à des défis de sécurité dynamiques et complexes. Conscient de la résolution de ces graves problèmes ne peut se faire que par des échanges francs et réfléchis. Le CESA offre aux partenaires la possibilité d'échanger des points de vue sur des intérêts communs et des pratiques saines en dialoguant avec nos partenaires africains, militaires et civils, gouvernementaux et de la société civile, ainsi que nationaux et régionaux. Nous espérons renforcer le fait que nous puissions tous travailler sur la sécurité sur le continent d'aujourd'hui et renforcer les institutions au sein de ce genre de dialogue et les expériences mondiaux qui vont être partagées dans ce programme. Nous espérons que cela va donner une opportunité de continuer à l'apprentissage et les connaissances et être catalyseur. Et nous sommes ravis d'avoir passé ce temps ensemble pendant ces quelques semaines à venir, en ces séances plénières, aussi bien qu'en groupe de discussion, pour parler justement des priorités de la sécurité du cyberespace pour les acteurs de la sécurité nationale en Afrique. Je suis ravie d'avoir Dr. Lucas qui va nous guider, nous orienter à travers cette séance. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien trouver de la valeur lors de ces séances. Merci et à vous la parole, Nate. Merci beaucoup, Kate. Je voudrais miroiter cet accueil chaleureux de Kate à vous tous, les anciens élèves aussi bien que des nouveaux participants, pour discuter des questions cybernautiques aujourd'hui. Avant de nous passer la parole à notre doyen académique, Monsieur Lucas, je vais un petit peu introduire le format, les règles pour ce faire. Ce programme académique va consister de 4 thèmes. Au sein des 4 semaines, nous allons accroître la compréhension pour assurer la sécurité des citoyens et nous allons aussi identifier les priorités clés pour la sécurité des acteurs de la sécurité du cyberespace en Afrique. Ces 4 thèmes vont inclure tout d'abord, nous allons parler cette semaine du panorama des cybermenaces en Afrique. Nous allons voir l'étendue, l'évolution des défis de sécurité sur le continent. Ensuite, nous allons discuter des éléments clés d'une réponse nationale en matière de sécurité du cyberespace et à voir comment ces réponses sont adoptées à travers l'Afrique, considérer le rôle du secteur de la sécurité dans la politique cybernautique.
Dans les 2 dernières séances, nous allons parler de la gestion des cyberincidents, protection des infrastructures critiques, en particulier, voir la réponse nationale. Nous allons parler de l'infrastructure critique, de la réponse aux cyberincidents. Et dans la 4e séance, nous allons discuter de la stratégie de sécurité nationale et du cyberespace, en particulier le Nigeria et le Burkina Faso. Comme d'après notre format normal pour ces séances, nous allons commencer aujourd'hui avec une séance plénière qui va inclure une discussion animée avec nos panélistes et puis qui sera suivie par une séance de questions-réponses par nos participants. Demain, vous aurez des petits groupes de discussion gérés par des experts dans la matière, mais nous pourrions tous donc réagir demain sur ce que nous avons entendu aujourd'hui et puis apprendre les uns des autres, échange d'informations pour trouver des solutions stratégiques. Comme Kate l'a dit. Ensuite, les règles de base. La discussion modérée aujourd'hui sera enregistrée et sera affichée sur notre site Web. Néanmoins, la séance questions-réponses, aussi bien que les groupes de discussion, sont absolument non attribuables pour permettre des échanges ouverts et francs. J'espère que vous allez tous prendre à bénéficier de cela pour partager vos perspectives, pour répondre à ces défis grandissants cybernautiques. Alors, maintenant, je suis ravie de prendre le rôle de panéliste. Je passe la parole à Dr. Luca Cole qui va animer la séance d'aujourd'hui en tant que doyen du centre du CESA. Il a été important pour façonner ce programme pour les questions cybernautiques et nous sommes ravis de l'avoir aujourd'hui pour être l'animateur, le modèle pour cette discussion. À vous la parole, Lucas. Merci beaucoup, Dr. Nate. Merci beaucoup de votre présentation, de nous avoir fourni donc cela du CESA. Nous sommes aujourd'hui ravis de vous présenter ce premier séminaire sur la cybersécurité. Pour nous, c'est vraiment un sujet qu'il nous faut aiguiser et approfondir. Comme Nate l'a mentionné, cette semaine, nous allons nous concentrer à bien comprendre les menaces, cybermenaces sur le paysage africain. Il est très important de discuter de cela parce que les dimensions de ces menaces, vu la technologie qui se répand, on ne se prête pas assez, on ne se penche pas assez sur ces menaces en fait. Nous avons dans les universités, dans les gouvernements, nous voyons que alors que les menaces et les conflits s'accroissent, en Afrique, il y a très peu de travail fait sur ce sujet. Sur les questions de la paix, de la sécurité, il faut vraiment, les gens pensent à la cybersécurité comme une histoire technique pour les experts de l'informatique. Mais nous voulions justement que la discussion d'aujourd'hui nous permette de mieux comprendre pourquoi les acteurs de la sécurité du cyberespace, pourquoi et comment vous pouvez prendre ces menaces au sérieux et discuter de ces menaces. Nous avons 3 objectifs principaux pour la journée. Tout d'abord, nous voulons décrire la portée et l'ampleur des cybermenaces auxquelles les pays africains sont confrontés en raison surtout sur 4 volets très importants aux acteurs de la sécurité nationale. Nous avons dans notre programmation, on se penche sur les questions cybernautiques du centre d'Afrique et je remercie mon collègue Nate qui a beaucoup étudié toutes ces questions-là et il sera avec vous aujourd'hui comme panéliste.
Ces menaces incluent l'espionnage, la surveillance, le sabotage des infrastructures critiques, la criminalité organisation et la lutte contre l'innovation. Le second objectif est que nous espérons explorer comment la nature des cybermenaces en Afrique est susceptible de changer et d'évoluer à l'avenir. Et puis, la diffusion des technologies importantes. Et troisièmement, nous espérons examiner la portée, l'ampleur, l'importance de l'évolution de ces cybermenaces en Afrique, surtout en Afrique du Sud, et nous aurons un expert chevronné qui va nous parler de ça. Alors, nous avons donc des experts chevronnés aujourd'hui qui vont nous parler des cybermenaces, de la criminalité transnationale, et puis aussi comment cela touche les gouvernements, les multi-organisations. Je vous invite à voir leur biographie sur notre site web du CESA, mais tout d'abord, je vais présenter les panélistes. Tout d'abord, nous sommes privilégiés d'avoir avec nous Madame Noël Cowling, qui est chercheuse et chargée de cours au département d'études stratégiques de l'Université de Stellenbosch. Elle est spécialisée dans la cyberstratégie et les conflits armés asymétriques. Elle a travaillé au sein de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences militaires de l'Université de Stellenbosch, présidente de l'école des études géospatiales et des systèmes d'information. Elle est aussi responsable du programme SIGLA, l'Institution de sécurité pour la gouvernance et le leadership en Afrique à l'Université de Stellenbosch. Elle a été rédactrice adjointe de la revue universitaire accréditée de l'université. Elle a publié dans diverses publications scientifiques, nationales et internationales et participé à divers projets internationaux d'éducation et de technologie militaire. Récemment, elle a été désignée comme l'une des 50 femmes les plus importantes africaines dans le domaine de la cybernautique. Et Madame Van der Cowling, bienvenue. Nous espérons que nous allons sûrement beaucoup apprendre de votre part. Le second panéliste est Dr. Nate Allen, c'est mon collègue ici au CESA. Il est professeur adjoint des études stratégiques au centre au CESA. Il est membre du Conseil des relations étrangères. Il est chargé de ce programme pour la faculté et il est de même le chef de la faculté dans les opérations de la paix. Avant de se joindre au centre au CESA, il était conseiller à l'Institut des États-Unis de la paix et aussi a passé un certain temps avec le département d'État des États-Unis, les affaires étrangères. Il a reçu donc son doctorat dans les études de l'Afrique de l'Université de Johns Hopkins, des études avancées internationales. Il a beaucoup publié sur les questions de la guerre asymétrique de même. Je suis ravie d'avoir donc deux experts chevronnés avec nous aujourd'hui sur les histoires de sécurité. Maintenant, je vais entamer notre dialogue et je vais commencer avec le docteur Allen. Je vais essayer de l'appeler le docteur Allen. J'ai l'habitude c'est de l'appeler Nate, le nom que je l'appelle tous les jours, mais c'est le docteur Allen quand même. Alors, pourriez-vous en 5 minutes nous reconnaissons les menaces cybernétiques à travers le continent. Il y a beaucoup de jargon, beaucoup de concepts, mais j'aimerais que vous éclaircissiez certains de ces concepts, un peu de ce jargon aussi, pour que nos participants
puisse commencer à un bon niveau de compréhension de ces concepts. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le cyberespace et comment est-ce que la diffusion des technologies impacte les conflits, la coercition et les relations interétatiques en Afrique? Alors, vous avez 5 minutes, Dr. Allen, mon ami Nate. Merci, docteur Lucas, et je suis heureux que vous m'appeliez le docteur Nate. Ici, c'est la tradition César. On appelle les gens par leur prénom. Alors, oui, merci d'avoir soulevé ce point, Lucas. Alors, je vais parler de deux manières par lesquelles, deux manières de voir le cyberespace, et chacune de ces manières a des implications distinctes de sécurité nationale. Alors, d'abord, le cyberespace, c'est vraiment la diffusion de réseaux informatiques. Il y a une étude, en fait, un article qui définit le cyberespace en tant qu'un environnement créé par des composantes virtuelles et physiques où les données, les communications, les informations sont stockées ou échangées. Alors, quand on parle de cette image du cyberespace par rapport aux menaces, il faut penser à quel genre de vulnérabilité existe dans les réseaux informatiques et les réseaux physiques. Et il y a trois genres de vulnérabilité. D'abord, les attaques qui compromettent la confidentialité des réseaux en utilisant des keyloggers pour voler des mots de passe. Il y a des attaques qui compromettent l'accès à des réseaux d'information qui, en fait, mettent en panne le réseau, ou alors il y a des attaques contre l'accès directement, ou il y a des attaques qui compromettent ou manipulent l'intégrité des données sur un réseau en utilisant des verres informatiques, etc. Ce genre d'accès, on appelle ceci l'arbre CIA. Et c'est vraiment au cœur de ce que les professionnels voient comme étant au cœur de leurs tâches. Et il y a des implications par rapport à la sécurité. C'est que le plus dépendant nous devenons sur les réseaux d'information pour tous les aspects de notre vie quotidienne, le plus vulnérable nous devenons à ce genre d'attaque. Évidemment, c'est une grande préoccupation pour le secteur de la sécurité et les gouvernements en Afrique. La pénétration de l'Internet s'est accrue de presque zéro en l'an 2000 et est projetée à arriver aux trois quarts de la population en Afrique d'ici 2030. Alors, c'est une préoccupation pour les gouvernements africains. Les armées seront vulnérables à ce genre d'attaques provenant de l'Internet. Et une autre manière de voir le cyberespace, c'est de moins se focaliser sur le cyberespace en tant que réseau et sur les vulnérabilités de ces réseaux, mais plutôt de se focaliser sur ces éléments comme étant des éléments qui rendent les autres technologies possibles. Quand on parle de cyberarmes, par exemple, et leur lien avec les armes nucléaires, le principe stratégique le plus commun pour parler de ceci, c'est de la dissuasion. Alors, moi, je dirais plutôt que l'informatique, c'est vraiment semblable à l'invention des engins à vapeur et d'autres technologies plutôt que aux armes nucléaires. Et donc, c'est des outils pour réduire le coût des communications et d'autres technologies. Et ceci rend possible d'autres genres de technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle, et aide à développer des technologies telles que la téléphonie, les drones, etc. On doit penser vraiment à comment ce genre de technologie impacte l'équilibre des pouvoirs à travers le monde. Et ce qui connecte la plupart de ces technologies, c'est que les technologies à coût faible et qui se diffusent rapidement. Par exemple, si on
pense aux logiciels malveillants qui peuvent se diffuser à travers le continent très rapidement. Cela donne aux acteurs à travers le continent une opportunité d'utiliser ces technologies d'une manière qu'ils ne pourraient pas le faire si ces technologies étaient très chères et très compliquées. Alors, pour décrire comment le cyberespace impacte l'élément géopolitique, je pense que la recherche dit que le cyberespace a augmenté l'efficacité des moyens de coercition basés sur les informations, surtout par rapport à l'habileté politique. La plupart des guerres qu'on voit en Afrique, c'est des conflits internes où la persuasion, l'accès à la population est beaucoup plus important que le genre de technologie auquel a accès chacun des côtés dans un conflit. Et donc, les États qui ont le plus ont beaucoup d'expérience dans ce genre de domaine. Donc, il faut vraiment penser à ces deux définitions du cyberespace, que ce soit au niveau mondial ou au niveau africain. C'est ma réponse. Alors, merci beaucoup, Dr. Allen. Et la chose la plus importante pour nos participants, enfin qu'ils soient conscients de ce qu'est exactement ce cyberespace et comment la propagation de la technologie de l'information impacte les relations inter-États en Afrique. Alors, je voudrais peut-être que vous nous parliez aussi de comment, de parler des menaces spécifiques et les acteurs qui sont des menaces, qui devraient nous préoccuper dans ce cyberespace. Donc, ma question est, ma question c'est quels sont les principaux défis et menaces cybernétiques du continent africain? Et si vous pourriez en parler en lien avec ce cours, ce séminaire. Ah oui, et si vous pouvez en parler en lien avec les coûts de ces menaces. Et bon, vous avez à peu près 7 minutes. Merci. D'abord, je ne pense pas que le genre de défis et de menaces qui font face au continent africain du point de vue cybernétique sont très différentes des menaces qui font face au reste du monde, mais elles varient dépendant selon le contexte et le pays. Alors, vous pouvez bien sûr en lire plus dans l'article que Lucas a noté. Il y a 4 genres de menaces qui font face aux acteurs africains. D'abord, l'espionnage. C'est les acteurs malfaisants utilisent des logiciels malfaisants pour créer des portes dérobées dans des infrastructures pour voler des informations sensibles et pour en fait enfreindre la confidentialité d'informations. Jusqu'à récemment, les cas les plus connus d'espionnage en Afrique avaient à voir avec les tentatives de la Chine d'espionner l'Union africaine parce qu'il fournissait l'infrastructure des réseaux pour l'Union africaine. Mais ces dernières années, on a vu la prolifération de logiciels malveillants à travers le monde et il est probable que ces capacités sont utilisées par des États à travers le continent pour l'espionnage. On a appris que 600 hors de 1000 numéros de téléphone ont été compromis par un logiciel malveillant du groupe Pegasus et donc et qu'il y a eu les numéros de téléphone de chefs d'État, y compris certains en Afrique, qui ont été compromis. Et donc, ils étaient des clients du groupe NSO et donc ont été victimes de ce logiciel malveillant. Alors, une autre menace, c'est le sabotage d'infrastructures critiques. Alors, donc, on peut attaquer l'intégrité de ces infrastructures. C'est basé sur des attaques informatiques. Alors, pour faire le sabotage d'un système, il faut avoir des connaissances d'ingénierie de ce système.
Alors, Stuxnet, le logiciel qui a fait le sabotage du programme nucléaire iranien, a pu en fait faire tomber en panne certains éléments de ceci. C'est plutôt technique. Alors, les pays africains n'ont pas tous les mêmes genres d'infrastructures informatiques. On pourrait dire que ça les rend moins vulnérables que les pays occidentaux, mais il y a beaucoup de points uniques de défaillance et ceci peut avoir des conséquences. Et donc, ce sont des sources de vulnérabilité. Les systèmes les plus vulnérables qui sont régulièrement le sujet d'attaques, c'est les systèmes des gouvernements, les systèmes militaires, de télécommunications, les systèmes financiers et dernièrement, les ports. Cette dernière semaine, on a vu une cyberattaque contre Transnet, qui en fait est un opérateur de port à travers l'Afrique du Sud. Et le coût, bien sûr, a été très élevé et aurait pu être encore plus élevé et avoir un impact économique sur toute la région d'Afrique australe. Une troisième menace, et celle qui est la plus préoccupante pour les Africains, c'est la menace sur la criminalité organisée cybernétique. Les plus grandes menaces dans le cyberespace ne proviennent plus d'adolescents qui sont des pirates cybernétiques, mais c'est plutôt, il y a des liens, des groupes organisés qui ont des liens peut-être à des États, qui sont organisés comme des mafias. Et ça, c'est vraiment une menace. Et quand on pense à comment le cyberespace influence la criminalité organisée, à travers l'Afrique, il y a trois éléments. D'abord, il y a eu la création d'un certain nombre de groupes organisés qui commettent des extorsions, de la fraude. Et cela a changé aussi comment les réseaux, les marchés pour le trafic de stupéfiants, d'armes, etc., comment ils vendent et ils achètent leurs produits en ligne. Et cela a changé comment ils utilisent les crypto-devises et comment ils font le blanchiment d'argent, par exemple. Il y a une estimation que le cybercrime en Afrique coûte autour de 2,5 milliards de dollars par an. Pour moi, c'est sous-estimé. Et pour vous donner une idée de la rapidité de la croissance de ces groupes, Stéphane Conan, un ancien fonctionnaire ivoirien, a dit qu'il n'y avait plus de vol à main armée de banques en Côte d'Ivoire parce que les comptes en banque virtuelle sont beaucoup plus communs et donc l'extorsion, la fraude, tout cela prend place en ligne. Et alors ensuite, il y a, bon, si l'Internet, les médias sociaux ont changé comment les acteurs non violents recrutent et commettent leurs délits, cela a changé aussi la réponse étatique à travers les drones fabriqués par les États ou achetés en ligne. Et une autre observation que je voudrais faire, c'est qu'il est important de noter que d'un point de vue du combat, je ne pense pas que la technologie de l'information en fait favorise les acteurs étatiques ou non étatiques. Ce qui est important, c'est comment on utilise cette technologie. Par exemple, pour Al-Shabaab, l'Internet ils ont été un des premiers groupes à vraiment tirer parti de Twitter, par exemple, et d'autres technologies. Par exemple, quand des leaders clés de Al-Shabaab ont été tués parce que leur communication a été interceptée, et donc ils ont en fait ils ont plus ou moins quitté l'Internet. D'avoir un avantage technologique ne garantit pas la victoire. Et en fait,
cela veut dire que les combattants ne comprennent pas exactement ce qui se passe sur le terrain et ça peut être une source de friction et de manque de compréhension de leur propre position stratégique. Alors d'abord, espionnage, le sabotage des infrastructures, la criminalité organisée et les innovations dans le combat. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dr. Allen. Je voudrais reprendre un petit peu ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Les menaces cybernétiques, les acteurs en particulier, et la chose importante à répéter parmi vos propositions, c'est les menaces cybernétiques sur le continent, la surveillance, et puis le sabotage des infrastructures critiques, la criminalité organisée, de la lutte contre l'innovation et l'infrastructure. Et vous avez présenté cela très clairement. La dernière question avec laquelle je voudrais conclure avec vous, 5 minutes. Que pensez-vous être quelles sont les opportunités et les défis principaux pour les pays africains en ce qui concerne relever ces menaces pour les acteurs? Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé non seulement des acteurs, mais les acteurs étatiques, que peuvent-ils faire? Mais c'est une bonne question, à savoir quelles sont les opportunités et les défis que les pays africains, auxquels les pays africains doivent-ils relever pour faire face à ces menaces, pour confronter ces acteurs dans le cyberespace? 5 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Lucas. Je vais tout d'abord parler à savoir comment les États de l'Afrique peuvent améliorer leurs capacités et aussi mieux confronter les menaces. Tout d'abord, il faut évaluer la situation. Il faut avoir une équipe pour répondre aux incidents. Il faut avoir des unités qui sont responsables en temps réel de faire le suivi des menaces qui ont lieu. Beaucoup de défis dans les pays qui ont des réponses d'alerte rapides, c'est d'avoir les bonnes informations et de mettre les bonnes informations dans les mains des leaders stratégiques pour qu'ils puissent prendre des décisions. Souvent, des informations critiques qui pourraient éviter des attaques. Les informations sont repérées, mais on n'agit pas assez rapidement sur ces informations. Autre problème, c'est le secteur privé doit aussi jouer un rôle important et a des capacités dont le domaine public n'a pas. La cybercriminalité coûte environ 3 millions de milliards de dollars chaque année et jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure confiance entre le secteur privé et le gouvernement, et nous aurons de la difficulté à surmonter ces menaces. En ce qui concerne la question des opportunités, et des défis, la meilleure opportunité est semblable au plus grand défi. Il faut avoir la technologie pour adresser ces problèmes, la cybersécurité. Alors, pour adresser les défis de la cybersécurité, cela va nécessiter beaucoup de choses dont nous allons parler lors de ces 4 semaines, la politique, la stratégie, le cadre juridique, des acteurs externes, des acteurs à l'interne vont être nécessaires pour utiliser et les partenaires privés, les partenaires du gouvernement pour affronter. Mais aussi, il faut avoir des investissements dans l'éducation, dans l'alphabétisation informatique
Et souvent, on ne peut pas utiliser la technologie informatique sans avoir accès à des sources d'information. Et c'est un problème pour les pays dans la région où la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Il faut que tout le monde ait accès à ces infrastructures. Il faut avoir des efforts pour adopter cette information technologique pour renforcer la sécurité. Souvent, les questions cybernautiques sont présentées de façon seulement réponse à des menaces. Mais contrairement aux autres technologies, la technologie informatique qui est tellement centrale à tout ce que nous faisons et à la capacité de façonner et de changer le contrat social entre l'État et ses citoyens. Je me préoccupe beaucoup qu'il faut trouver des solutions, il faut avoir des villes plus intelligentes, mais il faut vraiment se demander comment est-ce que ces relations affectent le contrat social entre le gouvernement et ses citoyens. Et peut-être ça peut affecter ce contrat de façon nocive. Il faut soutenir le contrat social, il faut soutenir la transparence entre le gouvernement et ses citoyens. J'ai bien peur que les résultats vont peut-être être déstabilisants. Et une dernière pensée, si vous me le permettez, beaucoup de pays de l'Afrique sont à un carrefour critique concernant la cybersécurité. Les décisions que vous allez prendre pour savoir comment vous allez utiliser les informations de la technologie va avoir des répercussions pendant des décennies. La raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui ici, c'est pour parler justement de la révolution numérique de l'Afrique et que les conséquences seront différentes que les conséquences de la révolution industrielle. C'est à vous, les leaders, de voir comment cela va se faire pour rendre les pays plus forts et plus prospères. Merci beaucoup, Nate. Vous avez vraiment très bien surligné 3 points. Vous avez bien clarifié la définition, qu'est-ce que c'est que le cyberespace. Ensuite, quelles sont les menaces et les acteurs des menaces cybernétiques et quelles sont les capacités des États pour s'adresser à ces problèmes et à ces menaces sur le continent et les opportunités qui sont disponibles. Et j'aime beaucoup la façon que vous avez conclu en parlant du contrat social entre les États et les peuples et les citoyens. Et aussi l'importance du contrat social entre le gouvernement et le domaine privé pour collectivement adresser et confronter les menaces cybernétiques. Alors maintenant, merci beaucoup encore une fois, Nate, d'avoir si bien développé ces questions. Et je veux et merci aussi de vos écrits que vous avez rédigés au César, des écrits très importants c'est une référence importante. Je vous conseille de lire ce qu'il a écrit. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Cowling. Je pense qu'on a mentionné tout à l'heure qu'elle est un expert chevronné dans la cybersécurité. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la cybernautique, les cybermenaces, la cybersécurité. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui et nous sommes ravis d'avoir votre échange d'idées, d'informations et d'expériences. Alors, Madame Cowling, basé sur la discussion de ce que Nate a discuté concernant le cyberespace, les menaces cybernétiques, les acteurs, les défis, les opportunités, je voudrais vous demander en tant qu'expert chevronné de faire le lien justement dans le contexte de l'Afrique du Sud.
Comment est-ce que vous caractérisiez, vous, le paysage des cybermenaces en Afrique du Sud et comment pensez-vous que ces menaces vont évoluer à l'avenir? Et l'Afrique du Sud est un microcosme du continent, en fait. Alors, si vous voulez bien continuer avec les propositions de Nate, mais on va se concentrer sur l'Afrique du Sud, là, dans votre réponse. Merci beaucoup, Dr. Lucas, et merci beaucoup au César de m'avoir invité ici aujourd'hui. Alors, je vais continuer avec ce que disait Nate. Je vais parler brièvement sur le paysage, le panorama stratégique et sécuritaire de l'Afrique du Sud en particulier. Il est important en allant vers l'avenir, vers l'avant. Le cyber, c'est le sujet chaud partout dans le monde. Les gouvernements s'engagent sur cette question. Mais en Afrique, on ne priorise pas cela, en fait. Il faut tout d'abord nous pencher à savoir ce qui se passe concernant le paysage stratégique cybernétique de l'Afrique et comment cela est différent qu'ailleurs dans le monde. Je pense que dans le reste du monde, c'est des nouveaux genres de guerre. Aujourd'hui, que nous voyons en Afrique, nous voyons des conflits armés de petite intensité qui vont continuer un certain temps et pas sur des grandes plateformes. Alors, les militaires sont vulnérables aux cyberattaques, les navires, les marines aussi. Mais la plupart des activités sur le continent de l'Afrique est beaucoup plus basée sur les armées, sur le terrain. Et je pense que une des erreurs que nous pouvons faire, si on se regarde sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, les stratégies qui sont employées ailleurs, je crois qu'il nous faut comprendre notre contexte. Il nous faut voir, nos solutions doivent répondre à notre contexte. Les guerres dans l'avenir en Afrique vont être dirigées vers les populations civiles, les économies, plutôt que ciblées contre les militaires. La guerre cybernétique va être le gagnant dans ce contexte. Et il faut donc, dans la sécurité humaine, la sécurité économique sont en jeu. Donc, en comprenant cela, il nous faut nous pencher, si on se penche sur l'Afrique du Sud, où voyons-nous l'Afrique du Sud? Actuellement, je pense qu'on peut dire que la situation stratégique en Afrique australe a évolué rapidement, énormément depuis quelques mois. Nous avons vu une expansion importante en Mozambique. Nous avons vu l'instabilité en Eswatini, en Afrique du Sud. Et donc, notre paysage stratégique a beaucoup changé. La première chose, en Afrique du Sud, nous avons une surface de cyberattaque très, très importante. Nous sommes une économie avancée. Nous avons des niveaux de dépendance très, très importants sur la dans le monde paysage cybernétique. Et nous aussi, une partie de notre dépendance cybernétique est marquée aujourd'hui, démontre un manque de compétences et provenant du public et provenant du secteur public et privé. Quelles sont les menaces les plus importantes? Les attaques systémiques cybernétiques. Et donc, les attaques systémiques cybernétiques, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une attaque systémique cybernétique est une attaque cybernétique qui est plus importante, très, très grande.
c'est où une attaque est lancée qui va avoir des conséquences sur la stabilité stratégique de l'État. Et c'est le cas actuel qui se passe actuellement et les risques qui en sortent de ces attaques. Et du point de vue des gouvernements, je pense que c'est là où il nous faut nous concentrer et nous demander, bon d'accord, alors c'est des risques stratégiques, cybernétiques, entre le directeur informatique et, et les personnes du gouvernement. Il faut penser à cela. Donc, je pensais à ces effets cybernétiques en Afrique du Sud. Alors, pour le mois de juillet en Afrique du Sud, ça a été plutôt occupé dans le cyberespace. Je crois qu'on a eu des cyberincidents très remarquables. D'abord, le président de la République a appelé cet incident l'insurrection. Tout le monde sait que l'Afrique du Sud a traversé une période très déstabilisante au mois de juillet et l'un des vecteurs utilisés pour alimenter cette instabilité, c'est les médias sociaux. Et ça, c'est une menace spécifique envers l'Afrique, les médias sociaux, parce que c'est la façon dont ils sont modérés et gouvernés par les plateformes technologiques, les propriétaires de ces plateformes. Ils utilisent des algorithmes à l'arrière-plan pour trouver des déclarations provocantes et ils peuvent décider s'ils vont déplatformer quelqu'un qui fait ce genre de déclaration, mais ces algorithmes ne marchent pas dans certaines langues africaines et donc ils n'arrivent pas à détecter ces déclarations, ce genre de déclarations. Et deuxièmement, les modérateurs doivent comprendre le contexte de la politique africaine dans chaque État et comprendre ce qui est problématique dans tel contexte. Et donc, on a eu un grand problème avec le fait que les plateformes de TIC n'ont pas réagi de la bonne manière au bon moment. Et donc, ça a été un bon problème et c'est un problème qui continue. Il va falloir qu'on comprenne comment maîtriser ceci. Ensuite, il y a eu le problème de Pegasus. Euh, donc, le président a été l'un des individus dont le nom était sur la liste de Pegasus. Et donc, l'espionnage d'un chef d'État, c'est une grande préoccupation, évidemment. Et ensuite, le piratage Transnet, ça c'est la première grande attaque d'infrastructure en Afrique. Cela a fermé nos grands ports pendant plus d'une semaine. Et bien sûr, il y a un effet en cascade. Et ça aussi, ça ébranle la confiance envers l'Afrique du Sud. Et cela a un impact sur ces entreprises de fret, sur les autres ports, et cela menace notre État en tant que porte d'accès à l'Afrique. Donc, il y a de grands impacts. Merci. Comme vous l'avez dit, comme je l'ai déjà dit, il y a quelques éléments que je voudrais noter par rapport à ce que vous avez dit et ce qu'a dit le Dr. Nate. Cet aperçu des cybermenaces, des acteurs et des défis et des opportunités. Ce que vous avez fait là, c'est vraiment, vous vous êtes concentré sur la, la, les menaces de cybersécurité et les acteurs dans ce domaine. Et c'était un très bon aperçu de ce qui se passait dans le contexte de l'Afrique du Sud. Et aussi, il y a aussi ce que vous avez noté à propos du fait que les médias sociaux maintenant présentent une menace envers les États africains. Alors, en 5 minutes, j'aimerais que
nous parlions un peu plus, bien que nous ayons ces cybermenaces, en tant que menace, en tant qu'acteur, et les capacités des États africains en lien avec ceci. Comment est-ce que ces préoccupations limitent-elles les capacités de ces États africains de s'adresser à ces menaces? Et comment est-ce qu'on peut surmonter ceci? Alors, par rapport aux capacités, la cartographie de ces menaces, de ces acteurs, et est-ce que vous pouvez en fait parler de la capacité pour anticiper ces menaces et comment peut-on les surmonter? Et si vous pouvez en fait cartographier ceci au sein du contexte du continent, mais aussi de l'Afrique du Sud. Merci. Merci, Dr. Lucas. Alors d'abord, il faut bien établir l'architecture de la politique pour établir les cyberstratégies, la stratégie de cybercriminalité en lien avec votre contexte et donc avoir des stratégies qui sont pertinentes pour votre contexte. Le plus important, bien sûr, après ceci, c'est la mise en œuvre. On ne peut pas mettre ça sur une étagère et l'oublier. Et donc, la mise en œuvre, c'est un élément clé. Un autre élément clé dans le domaine cybernétique, c'est si on va surmonter ceci, c'est les partenariats publics-privés. Et je vais en reparler dans la prochaine question, mais de créer vraiment une force, une main-d'œuvre cybernétique qui a la capacité, la bonne capacité, c'est un élément clé. On ne va pas résoudre le problème en achetant des outils, en achetant des logiciels. Il faut avoir les personnes, les effectifs qui peuvent accomplir les tâches. Et donc, il ne faut pas rester seulement au niveau de la formation. Les formations, c'est important, mais on peut former les gens autant qu'on veut, mais s'ils ne pratiquent pas, il faut faire aller de l'avant sur ceci avec des effectifs qui ont les capacités. Ensuite, bien sûr, développer des doctrines de cyberopération pour confronter les menaces. Et l'un des avantages qu'on peut utiliser en tant qu'Africain, c'est tirer parti de nos expériences dans les opérations de contre-insurrection, de lutte contre les insurrections. Donc, nous pouvons surmonter ces défis, mais il faut vraiment s'organiser. Et souvent, les gouvernements ont des réponses très fragmentées envers les cybermenaces. Ils font quelque chose par ici et ensuite par là. Mais il faut vraiment rassembler les effectifs, établir les compétences et avoir un alignement plutôt qu'une concurrence. Et donc, ce qui est essentiel, c'est aussi d'avoir les informations à propos des menaces et de comprendre donc ce paysage des menaces, mais aussi créer des renseignements sur lesquels on peut agir du côté du secteur public et du secteur privé. Et souvent, et on le voit souvent, on peut en fait rester un peu coincé sur la surveillance à propos de comment il faut comprendre d'où vont venir les menaces et comment elles vont intervenir. Alors, il faut avoir des renseignements sur lesquels on peut agir. Et il faut aussi recueillir des données pour établir quel est l'environnement de la menace et ensuite établir les réponses adaptées. Merci, Madame Conling. Et oui, donc en effet, ce concept des capacités, c'est un défi. Mais je voudrais plus tard qu'on se focalise sur ces contraintes des capacités et aussi cette prise de conscience qui est un facteur important. Et aussi donc
quand on parle des capacités et des coûts, si un pays a des capacités limitées dans sa réponse aux cybermenaces et, et comment ce pays va gérer sa réponse aux acteurs criminels. Alors, par rapport à la deuxième question, basée sur votre réponse, et je ne parle pas seulement du contexte de l'Afrique du Sud, mais vraiment du contexte du continent, parce que vous avez tellement d'expérience. Mais de votre point de vue, quel devrait être le rôle des acteurs du secteur de la sécurité dans l'anticipation et la protection de l'Afrique du Sud ou d'autres pays du point de vue cybernétique? Et voyez-vous un risque si on donne trop d'autorité ou trop de contrôle à ces acteurs cybernétiques? Quel est le rôle des acteurs de la sécurité dans l'anticipation et la cartographie des menaces ou même des activités criminelles dans le cyberespace? Et quel devrait être le rôle des acteurs du secteur de la sécurité? Que devrait-il faire? Quels sont les défis? Peut-être que vous pouvez nous en parler pendant 5 minutes. Je pense qu'il est clair que la sécuritisation du cyberespace, dans cela, les acteurs de la sécurité vont jouer un rôle important. Alors, les gouvernements, évidemment, doivent pouvoir monter une réponse efficace à ces défis. Alors, on a besoin des forces armées, de la police, des services de renseignement. Ils ont leur rôle à jouer. Le grand public se préoccupe du fait qu'il pourrait y avoir des débordements de missions, peut-être un peu trop de surveillance au-delà de ce qui est requis. Et déjà, il y a ce genre de discussion à propos de ceci en Afrique du Sud. Et, et donc cela, en fait, gêne un peu la société civile. La société civile s'inquiète. Donc les gouvernements doivent équilibrer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'on doit faire, donc, ce que peut faire ou ce qu'on devrait faire. Les gouvernements ont énormément de pouvoir et donc, il faut il faut aussi qu'il y ait des rapports, des comptes rendus sur ces activités, qu'il n'y ait pas de concurrence entre ces différents secteurs, parce qu'il est essentiel qu'on travaille tous ensemble, que l'alignement soit correct. Et donc, ça, c'est l'un des sujets, en fait, enfin, des préoccupations, d'aller un peu trop loin au-delà de la mission essentielle. Alors, un autre élément, c'est que si nous ne travaillons pas avec la communauté, le secteur de la technologie, nous n'allons pas y arriver parce que les éléments du cyberespace appartiennent à des entreprises de technologie. Donc, nous partageons, ces entreprises, les gouvernements partagent ces éléments du cyberespace. Donc, c'est une entreprise conjointe. Donc, les grandes sociétés technologiques qui fournissent les éléments du cyberespace sont très impliqués dans le cyberespace. Ils peuvent faire des choses dans le cyberespace que les gouvernements ne peuvent pas faire parce qu'ils ont fait 15 à 20 ans d'investissement dans la sécurité. Donc, c'est un peu différent, donc une autre manière de travailler pour les acteurs du secteur de la sécurité, pour travailler avec ses partenaires privés. Mais pour moi, je pense que si on ne fait pas ceci d'une manière très structurée, bien définie, on ne va pas y arriver. Donc, c'est vraiment, c'est différent de ce qu'on faisait auparavant. Merci beaucoup, Madame Collin. Merci. Je sais que un des points que vous avez souligné tout à l'heure,
la politique, les stratégies nationales de sécurité cybernétique, comment réunir les acteurs différents. Et les acteurs de la sécurité, en effet, ont un grand rôle à jouer, mais il faut faire attention que les droits des citoyens soient respectés de même. Il faut trouver cet équilibre, en fait, vis-à-vis la sécurité et les droits des citoyens. Il faut savoir anticiper, cartographier les activités des acteurs criminels. Alors, merci beaucoup de votre contribution. Et pour les participants, j'espère que vous avez entendu parler de ces experts chevronnés, leurs échanges, leurs commentaires et lors de cette conversation. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez utiliser la fonction chat aussi, la boîte de bavardage pour leur poser des questions. Alors, merci beaucoup, Dr. Allen, et aussi Madame Cowling, pour vos contributions, vos commentaires. Je vais surligner quelques points saillants qui sont sortis de cela. J'espère que nous avons réussi à avoir une idée de ce que c'est que le cyberespace et je pense que vous avez bien défini cela pour nous. Ce sont les lignes directrices qu'il nous faut pour mieux comprendre c'est quoi en fait le cyberespace. Et puis ensuite, nous avons identifié des stratégies principales des menaces cybernétiques qui nous confrontent. Nous avons surligné l'espionnage, la surveillance, la criminalité organisée et puis l'innovation du combat et aussi le sabotage des infrastructures critiques. Voici les menaces les plus importantes. Et pour les pays de l'Afrique, les conséquences de tout cela est à souligner. Il y a les menaces, il y a les capacités et aussi le manque d'alphabétisation numérique, apprentissage numérique, et puis le rôle critique que peuvent jouer les acteurs de la sécurité pour non seulement anticiper les menaces, cybermenaces, mais aussi de pouvoir répondre à ces menaces et que la réponse soit en conformité avec le respect des droits des citoyens. Alors, je voudrais maintenant remercier les panélistes et nous allons donc lancer la conversation avec les participants sur ces sujets. Mais